Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans cette série spéciale du panier, une série spéciale tech que j'enregistre avec Kevin Couvé, notre CTO chez Cosa Vostra, avec qui on bosse sur des projets incroyables, de Fairflex à Fauchon en passant par Corsica Ferries, Stagoyer, Twinings, Louis Erard, Saint-James, et j'en oublie certainement plein qui m'excuseront, en tout cas je le souhaite. On fait cette série spéciale avec des épisodes assez courts où on parle de sujets très précis, un peu tech, la migration, le middleware, les outils, le choix du CMS, entre autres. Et dans cet épisode, j'aimerais parler d'un sujet dont on discute souvent, c'est le choix du bon partenaire. Comment choisir, pourquoi déjà choisir un partenaire potentiellement externe, et comment faire un choix et un bon choix. Bonjour. Déjà, a-t-on besoin d'un partenaire ? C'est une question finalement... Parce qu'avec tous ces outils sur étagère... Le no-code, les thèmes, les boutiques de thèmes. Restons sur le thème. On va pas prendre de partenaire. On va installer un thème. On va installer un WordPress sur OVH, c'est plug and play. On va mettre son thème sur Shopify. Un autre thème du coup, mais bon, voilà. C'est OK. Le site est lancé, tout marche. Sans partenaire, ça peut marcher. Quand il va falloir mettre à jour le thème, mettre à jour le WordPress, on veut faire un développement sur mesure, on veut améliorer la performance. Pour tous ces sujets, il faut être bien accompagné. Sur un lancement, on l'entend dans d'autres épisodes du panier d'ailleurs, je pense, des DNVB ou des boîtes ont essayé, on fait leur lancement sans partenaire, on fait un site homemade, mais on basculait après avec un partenaire. Donc, elles ont testé, elles l'ont fait, elles ont vendu, elles ont basculé. Donc je pense qu'il y a quand même pas mal de raisons d'être accompagnées. Les raisons que j'évoquais là en font partie. Kabaya, je pense souvent cet exemple, est allé jusqu'à 20 millions d'euros de chiffre d'affaires. Si je dis pas le bêtise, je sais plus si c'est 10 ou 20, mais sur le Shopify de base et un thème sur étagère. Wow. Mais en s'accompagnant quand même sur l'optimisation, le CRO et plein d'autres choses pour lesquelles il fallait de la connaissance. Et on a le choix soit de l'intégrer, soit d'embaucher, soit de bosser avec des free, soit de bosser avec des agences, quand on ne peut pas le faire soi-même en tant que fondateur, parce qu'il y a un moment où peut être limité, ça passe plus, techniquement, voilà. On n'a pas le temps, oui, c'est sûr. Ouais. Les deux choix sont pertinents, d'internaliser ou de s'entourer d'une bonne agence. Les deux choix sont pertinents, il faut savoir pourquoi on les fait. Est-ce qu'on est prêt aussi à gérer une équipe de développeurs en interne ? Donc, le coût, le management, les implications. Donc voilà, il y a une migration technique, il y a une migration de plateforme, il y a des choses à faire, il y a une mise à jour de l'API. Est-ce que quand on vous dit ça en tant que CEO, vous n'avez pas forcément les connaissances et la bonne analyse des impacts que ça peut avoir sur votre métier. Et c'est là-dessus où, quand on voit une entreprise qui va internaliser un développeur, ça peut aussi être risqué. On va avoir les enjeux de vacances, l'absence, l'enjeu aussi du rapport de force quelque part. À un moment, si le développeur, quelque part, il tient un peu les clés du magasin. Donc, il faut aussi se méfier de ça. Alors que, voilà, avec une agence, on peut avoir peut-être plus de souplesse. Une agence va avoir une équipe peut-être plus grosse aussi, où va pouvoir y avoir un peu de switch aussi dans les équipes, en s'assurant aussi que le développement ait été fait best practice, donc qu'il y ait plusieurs développeurs qui aient bossé, plusieurs développeurs qui connaissent le sujet, et aussi plusieurs chefs de projet, puisqu'il faut aussi le gérer, le projet. Si j'internalise, il y a un truc que tu aimes bien, c'est parler des imposteurs. Quand je choisis de recruter un dev, il y a une particularité de comportement ou de caractère que tu aimes bien. Oui, je pense qu'on parle souvent de syndrome de l'imposteur dans les métiers techniques. Moi-même, j'en souffre, on en souffre tous. Parce qu'on a l'impression de ne pas connaître grand-chose au final par rapport à l'immensité des champs techniques possibles. Cependant, moi je pense que c'est plutôt une qualité quand c'est mesuré, d'avoir un peu le syndrome de l'imposteur et de pas penser tout connaître, de pouvoir se remettre en question. Quand on recrute un dev, c'est important de s'assurer qu'il ne pense pas avoir 5 étoiles sur toutes les technos. Vous savez, sur les CV, on met souvent 5 étoiles on met souvent 5 étoiles à chaque techno, donc 5 étoiles en PHP, 5 étoiles en JavaScript, 5 étoiles en HTML. Alors quand on le recrute, on peut quand même lui demander, mais quand même, t'es vraiment intouchable ? Et s'il vous dit oui, je suis intouchable,
c'est quand même un red c'est flag. mauvais signe. Ouais, c'est quand même un red flag. C'est important de pouvoir se remettre en question. J'essaye de le faire et j'attends, moi en tout cas, de mes équipes qui puissent le faire aussi. Mais donc, si je choisis de recruter, admettons, de construire une petite équipe, donc il y a ce côté-là, imposteur, avec le syndrome de l'imposteur, s'il l'a pas ou s'il a trop d'assurance, c'est un red flag. Il y a aussi un truc qui est une vraie question qui se pose en ce moment, et d'ailleurs elle se pose dans plein de sujets, elle se pose aussi sur le sujet de l'acquisition. Il faut un ingé développeur, il faut un artisan, il faut un bricoleur, il faut quoi? Parce qu'aujourd'hui un bon, alors c'est pas un e-commerce manager, mais parfois la frontière est floue. C'est un mec qui va tester des outils, en ajouter d'autres, connecter des outils. Si on a une toute petite structure, dans l'idéal, ce serait pour moi un e-commerce manager qui saura s'appuyer de freelance et de comprendre ce que le freelance va lui dire en termes de développement. Et donc, il pourra venir un peu challenger l'optimisation technique poussée par un développeur qui a juste envie de tester une techno. Il faut faire attention à ça. Et d'un autre côté, le e-commerce manager doit interagir quand même avec quelqu'un de technique pour ne pas surcoucher d'applications. On le voit au quotidien des sites avec des surcouches d'applications. Donc venant des services marketing qui ont envie de tester plein de trucs et par-dessus ça, faire de l'A/B testing sur ce qu'ils avaient envie de tester. Et du coup, là, ça peut être intéressant quand même d'avoir une vraie expertise technique et dire « Oh là, attention, là, ça ralentit le site, ça veut dire que ça va avoir des impacts sur la navigation mobile. » Tout le monde, parce que tout le monde n'a pas la fibre dans le métro sur un téléphone portable. Voilà, il faut vraiment se dire que quand on teste en tant qu'e-commerce manager, on a parfois tendance à tester dans son bureau, tout va bien. Il faut vraiment mesurer l'impact technique sur des connexions dégradées, parce que c'est encore le cas dans beaucoup de situations d'avoir une connexion un petit peu dégradée. Donc une option, c'est de recruter, on en a parlé. Il y a une autre option qui est de partir avec un free. Ça peut être pratique parce que pas forcément cher, dispo, flexible. On a un enjeu là qui est les expertises représentées par le free. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, on le sait bien, il ne suffit pas simplement de développer ou installer un thème pour faire du e-com. Il y a de l'UX, il y a de l'UI, il y a du parcours, il y a de la réflexion. Et il y a aussi un sujet pérennité. Il y a ce sujet, effectivement. Alors, quand on part avec un free, mais comme quand on part avec une agence, et peut-être aussi comme quand on recrute quelqu'un, il faut pouvoir se projeter dans le temps, se dire, voilà, est-ce que je vais pouvoir vivre dans la durée avec cette personne? Est-ce que je le sens bien humainement? Ou est-ce que c'est juste le moins cher? Dans le deuxième cas, il faut quand même se méfier de ce choix. Et il faut quand même prendre quelqu'un avec qui on se projette. Les free, maintenant, quand même, on le voit sur LinkedIn, on le voit sur beaucoup de plateformes, ont tendance à s'entourer et à faire des regroupements naturellement de free, des collectifs. Ils savent se repasser des dossiers, nous faire appel à nous aussi sur certaines expertises, les agences. Donc du coup, prendre un free, c'est pas forcément signe de on va se retrouver en carafe, on va se retrouver sans rien qui fonctionne et puis personne à contacter, parce que souvent derrière le free il y a d'autres personnes et même en front il pourra monter avec d'autres développeurs sur des sujets. Je pense que c'est assez rare maintenant d'avoir un free qui bosse tout seul, et si le free porte à lui seul les expertises UX, UI, SEO, développement, back-front, c'est quand même un peu louche. Si c'est vraiment le cas et que c'est pas du mensonge, embauchez-le direct. Oui, voilà, il peut postuler. Il peut postuler chez Cosa Vostra, du coup, il peut nous envoyer un message sur LinkedIn. On est là. Et donc, troisième option, c'est l'agence. Comment choisir une bonne agence? D'un point de vue tech, hein, parce que pour le reste, c'est moi le pitch. D'un point de vue tech, il faut choisir une agence qui a des références. Je pense déjà, mais c'est ce qu'on regarde. Tout le monde regarde ça en premier, les références. Je crois que la page référence sur les sites de service, c'est la page la plus visitée. Avec la page d'accueil, c'est accueil, référence, contact. C'est le chemin naturel. Et du coup, avoir une agence qui a des bonnes références, checker les références, appeler. Voilà, vous avez bossé avec cette agence, est-ce que ça se passe bien? Dans nos recos chez Cosa Vostra, c'est un blâme. Dans nos recos chez Cosa Vostra, on met toujours le numéro de nos précédents interlocuteurs sur les précédents projets. Et du coup, voilà, on laisse libre cours aux clients de vérifier, de fact-checker notre pertinence. D'un point de vue tech? D'un point de vue tech... Le choix de partenaire? Donc on a fait un rêve call avec les références, le site il est live, il marche et les gens étaient sympas. C'est difficile parce que du coup, on va avoir affaire à des sachants, enfin des techniciens, et on n'est pas forcément des experts, on n'est pas forcément experts. Je pense que vraiment un critère qui est
qui est intéressant, c'est de savoir si votre interlocuteur sait rendre les choses plus simples. C'est-à-dire que quand il explique un point technique, il ne va pas le rendre plus compliqué qu'il n'y paraît. Donc ça, c'est vraiment un red flag pour moi dans les équipes techniques. C'est quand vous parlez à un développeur et qu'à la fin de la conversation, vous dites on en comprend moins qu'au début. Ouais, c'était bien compliqué quand même. Moi, je suis assez expert dans ces domaines-là, mais du coup, aussi à la fin, je me dis c'était bien compliqué quand même pour ce propos-là. C'est une belle usine à gaz qu'on a dessinée là. Et là, à partir de là, on peut se dire que c'est quand même un red flag. Normalement, pour moi, le bon technicien est celui qui sait aussi bien expliquer que réaliser des choses compliquées simplement. Il y a un autre truc que j'aime bien faire et qu'on aime bien faire, c'est se parler. Enfin, on va passer... nous, on choisit aussi nos clients, mais on va passer les 6 prochains mois ou les 3 prochains mois sur une refonte et si possible, je l'espère, les 5-10 prochaines années ensemble, autant qu'on s'entende bien et aller déjeuner, échanger de manière informelle, c'est aussi hyper important. Il y a de l'humain dans tout ça, quoi. Oui, c'est important. Alors, parfois, on dit on n'est pas là pour s'aimer, on est là pour avancer, faire un beau projet. Si on s'aime, c'est plus facile. Ouais, c'est quand même plus facile. S'aimer, c'est un peu fort. J'aurais pas utilisé ce terme, mais il y a ça. Et ensuite, il y a la taille, évidemment. Il faut la bonne taille de partenaire versus la bonne taille de... Oui, c'est aussi important parce que déjà, pour les impacts financiers, si on est une toute petite structure et qu'on prend une très grosse agence, même si on fait un gros effort financier sur le dev, derrière, il va y avoir le coût du run, il va y avoir le coût des mises à jour. Et là, du coup, on va peut-être être en difficulté. C'est important de choisir un partenaire qui nous ressemble en fait, avec qui on s'entend bien et qui pourrait être partager les mêmes bureaux, qui pourrait être un voisin de palier. Je pense que c'est plutôt intéressant, quelqu'un qui nous ressemble. Et ce serait cool. À l'inverse, il y a aussi le gros client qui choisit la toute petite agence. Ça se passe parfois très très bien. Parfois il y a des explosages en plein vol, des explosions en plein vol, pardon. Ça arrive. Explosage. Oh my god. Pardon. Veuillez m'excuser. C'est à moi le blâme maintenant. Des explosions en plein vol parce qu'une petite agence avec petite structure. En fait, ce qu'il faut vérifier aussi et on le dit pas assez. Je pense c'est les méthodes et les process du partenaire. Il faut que ce soit un peu carré. Oui, il faut que ce soit carré, un peu éprouvé. Ouais. On va faire de l'agilité, on n'a jamais fait mais c'est sympa, il faut éviter ça par exemple. Il faut voir voilà, que les process aient été un peu éprouvés, que les interlocuteurs sont seniors sur les domaines et c'est comme ça qu'on vérifie effectivement si ça... On peut en tout cas se donner de bonnes chances pour que ça fonctionne. Il y a aussi des sujets qui sont, une fois que le projet est fini, il n'est pas fini, en fait, il fait que commencer. Donc l'accompagnement, la formation, est-ce que le partenaire que vous allez choisir est capable de vous accompagner dans la durée ou de vous orienter vers les bons partenaires si lui-même n'a pas l'expertise en interne. Ce qui est intéressant, c'est que tu as de plus en plus de webinaires, de formations, d'accompagnement, même d'IA sur les outils mis en place. Oui, tu as beaucoup d'accompagnement, effectivement, de FAQ. Maintenant, on n'est plus obligé de scroller toute la FAQ pour avoir une réponse. On peut juste poser une question et il y a une IA qui répond. On le voit sur Shopify, par exemple. C'est un outil qui est vraiment en train de monter. De recommandations aussi. Alors, il y a certains plugins WordPress qui le font. Il y a Shopify qui l'intègre partout. Par exemple, si on est en train de setup, de paramétrer un marché et qu'on a oublié de paramétrer les prix ou qu'on a fermé le marché mais qu'on a laissé la traduction ouverte ou ce genre de cas finalement qui lui paraissent illogiques, l'outil vient vous le suggérer. Il vient dire attention, ça paraît illogique. Dans le cadre d'un SaaS comme Shopify, je pense que ça peut être vraiment quelque chose qui monte et ça peut être quelque chose de génial vu qu'ils ont la data de X milliers, oh, je sais pas. Millions. Beaucoup. Ils ont beaucoup d'e-commerçants et je pense qu'ils peuvent mesurer aujourd'hui. La data, c'est une richesse folle. Ils peuvent mesurer l'impact d'une action sur un chiffre d'affaires dans certains secteurs, dans certaines zones du monde. Et ils pourraient te suggérer même, attention, ta photo elle est mal prise. Attention, si tu ouvres un marché en Allemagne et que tu mets les frais de port en dessous de 5 € sur ton t-shirt à 20 €, il va vendre 3% de plus. Et ça, c'est quand même dingue. Ouais, et donc ça prêche pour, parce que dans le thème de cet épisode, ça prêche pour le fait que on va trouver une partie des réponses de plus en plus du côté du CMS, de l'éditeur, que de l'agence. Donc faut bien, en fait, ça veut dire qu'il faut utiliser l'agence pour ce qu'elle sait faire et là où elle est forte et là où elle a de la valeur ajoutée, quoi. Exactement, la valeur ajoutée. Il y a aussi pas mal de réponses maintenant via l'IA et une agence qui sait te former
à utiliser l'IA, à rédiger les bons prompts. On a déjà fait des accompagnements pour de la génération d'images, pour aussi du prompt engineering. Voilà, on a fait quelques accompagnements là-dessus et c'est aussi pertinent d'avoir une agence là-dessus qui va pouvoir te former à être plus autonome. C'est pas contre-intuitif de rendre son client plus autonome parce que finalement, c'est mieux de le marier avec nous vraiment parce qu'il a besoin de nous et pas parce qu'il est obligé de recourir à nos services. Et je pense que du coup, au plus on va rendre un client autonome, au plus il va nous appeler. C'est contre-intuitif, mais dans la réalité, ça existe parce que on voit qu'il va avoir des nouveaux besoins, il voit que on l'engage pas, il voit que du coup on est force de proposition et du coup une agence qui vous ferme des accès aussi, puisque vraiment le thème de l'épisode c'est de dire comment choisir une bonne agence aussi, ou un bon dev ou un bon free, quelqu'un qui vous ferme des accès ou qui achète le nom de domaine en son nom sans vous donner l'accès ou ce genre de choses, c'est aussi des red flags. Je pense que c'est un peu le principe qu'on a nous, moi en tout cas avec ces podcasts, c'est de partager un maximum d'informations parce qu'en fait c'est pas là qu'est ma valeur ajoutée. Et là ce qu'on fait dans cette série spéciale tech, on partage plein de choses pour vous rendre plus fort évidemment. Ça rejoint comment on appelle ça, cette expression, tu sais, je la connais en anglais mais pas en français, donne un poisson à un homme, tu le nourriras pour un jour, apprends-lui à pêcher, tu le nourriras pour la vie. Voilà, je suis... Parce que là ton client du coup une fois que tu l'as appris à pêcher, il va te demander comment chasser. Puis il va te demander un bateau. Le reste, voilà. Et du coup c'est mieux. Top, merci Kevin. Kevin Couvet, COUVET sur LinkedIn si vous voulez poursuivre la conversation ou appelez-nous pour en discuter. Salut.